Chapitre 16. Le matin arriva sur Montréal comme s'il s'excusait. Le ciel était pâle, trop clair pour ce qui venait de se produire. La neige renvoyait une lumière froide sur les trottoirs, les moteurs démarraient un à un, les gens sortaient avec leur café brûlant, et les fenêtres embuées des autobus diffusaient des silhouettes floues. La ville s'étirait comme elle le fait toujours, vivante, obstinée, habituée à avancer même quand elle n'en a plus la force. Mais dans les corridors de la police, ce n'était pas un matin ordinaire. C'était le lendemain d'une fracture. On avait trouvé un policier mort. On avait trouvé une scène soigneusement construite. On avait trouvé un commandement posé comme une accusation. Et surtout, le narrateur avait fait ce qu'il avait promis. Il avait donné un nom, pas un numéro, pas un symbole, un nom réel, quelqu'un que d'autres connaissaient. À partir de là, une enquête ne reste plus une enquête. Elle devient personnelle. Yvon Tremblay n'était plus physiquement au centre des décisions, mais il sentait la secousse jusque dans ses os. Il savait que la violence la plus dangereuse n'est pas celle qu'on voit sur une scène de crime. C'est celle qui se propage lentement, celle qui modifie les comportements, qui transforme les gens calmes en silhouettes nerveuses, qui installe la méfiance là où il y avait autrefois de la routine. Poutine restait près de lui, attentif, silencieux, avec ce calme étrange que seuls les animaux gardent quand les humains commencent à perdre leur logique. Yvon se trouvait dans un petit appartement prêté pour quelques heures par un ancien contact, au-dessus d'un commerce fermé, dans une rue secondaire du centre-ville. Rien de luxueux. Une table étroite, une bouilloire qui sifflait mal, une fenêtre donnant sur des fils électriques, des ruelles enneigées et l'arrière d'un immeuble brun. Le chauffage cognait par moments dans les tuyaux. Une tasse de café refroidissait près de sa main. Dehors, on entendait les pneus mordre la slush, une portière claquer, puis le bruit lointain d'un camion de livraison. C'est là que le téléphone vibra. Appel masqué. Yvon répondit sans un mot. La voix revint, tranquille, presque douce, comme si elle lisait un livre dans une pièce chaude, loin du froid et loin du monde. Elle dit qu'elle avait vu la réaction. Elle dit que le système commençait déjà à se déchirer. Puis elle ajouta, avec la simplicité d'un diagnostic médical, que la police, lorsqu'elle est attaquée, ne protège pas toujours les gens, elle se protège elle-même, et pour se protéger elle ment, elle classe, elle efface, elle déplace les preuves, elle choisit ses versions, elle s'arrange avec la réalité. La voix affirma que cette fois, ces arrangements allaient coûter cher. Ensuite, elle commença une nouvelle histoire. Elle parla d'un autre hiver, loin de Montréal, loin des tours et du métro, dans un Québec de routes longues, de rangs isolés et de maisons où la lumière du salon ressemble à un refuge au milieu du noir. Un endroit où le bruit d'un moteur se reconnaît de loin, où la neige garde les traces longtemps, et où les gens savent très bien quand quelque chose cloche, même s'ils choisissent ensuite de ne rien dire. Elle raconta qu'à cette époque un enfant avait disparu, pas un adulte, pas quelqu'un capable de fuir facilement, mais un enfant dont le nom avait été inscrit sur un dossier, puis glissé dans un tiroir, puis oublié sous le poids des autres urgences. Tout le monde avait trouvé une explication pratique. On parlait de fugues, d'adolescents difficiles, de familles compliquées. Des mots simples, parfaits pour refermer une porte. Une intervenante, cependant, avait insisté. Elle disait que ça ne collait pas, que cet enfant n'était pas du genre à disparaître, qu'il s'accrochait trop à ses petites habitudes pour partir sans raison. Elle parlait d'un manteau resté là, de bottes encore humides près de la porte, d'un sac d'école posé au même endroit, de gestes interrompus trop nets pour ressembler à un départ volontaire. Mais dans ce dossier, il y avait aussi un policier. Un homme fatigué, pressé, amateur de solutions rapides. Un homme qui aimait les dossiers fermés plus que les questions ouvertes. La voix expliqua qu'il n'avait jamais pris d'argent, qu'il n'avait jamais serré de main louche dans une ruelle, qu'il n'était pas corrompu au sens spectaculaire du mot. Il était simplement fatigué. Et parfois, la corruption, c'est juste ça. La fatigue de chercher, la fatigue de douter, la fatigue de voir. Ce policier avait écrit une phrase dans son rapport, une phrase froide, administrative, presque invisible, qui ressemblait à un résumé logique. Disparition volontaire probable. Aucun signe de contrainte. Après cette phrase, les recherches avaient ralenti. Après cette phrase, les questions s'étaient espacées.
Après cette phrase, les patrouilles avaient cessé d'y croire vraiment. Les jours avaient passé. Puis les semaines. Puis l'affaire avait commencé à peser moins lourd dans la tête de ceux qui décident. Et l'enfant n'était jamais revenu. Yvon sentit ses doigts se refermer légèrement. Pas une colère explosive, mais une colère concentrée, précise, comme une lame qu'on aiguise. Il comprenait parfaitement où la voix voulait en venir. Un mensonge ancien finit par devenir une fondation. Et personne n'aime admettre que sa fondation est pourrie. La voix expliqua que lorsque des doutes avaient ressurgi des années plus tard, ce même policier avait protégé son vieux rapport, non pas pour faire le mal, mais pour protéger sa carrière, son image, son unité, sa version des faits. C'était ça, selon elle, la vraie corruption. Protéger le système au lieu de protéger la victime. Pendant qu'elle parlait, le téléphone de Yvon vibra d'un message de son contact policier. Ça tourne mal, ils se soupçonnent entre eux, 2 clans déjà. Yvon ne répondit pas. La voix reprit, toujours aussi calme, en disant que le premier policier mort n'était pas un accident mais un avertissement, et qu'un policier corrompu n'est pas toujours un criminel évident. Parfois, c'est juste quelqu'un qui décide que certaines victimes méritent moins de lumière que d'autres. Puis elle prononça les mots que Yvon redoutait. La purge commence. Elle précisa qu'elle n'allait pas s'arrêter tant qu'elle n'aurait pas nettoyé la police et qu'elle ne choisirait plus seulement des cibles faciles. Le prochain nom serait quelqu'un de respecté, quelqu'un que les autres admirent, quelqu'un dont la chute provoquerait une onde de choc. Pas parce qu'il est coupable. Parce que sa chute ferait plus mal. Une institution qui doute de ses héros se dévore toute seule. L'appel coupa. Presque aussitôt, le chaos prit forme. Les médias utilisaient des mots neutres, des formules creuses, incidents graves, enquête en cours, aucun commentaire, mais à l'intérieur c'était l'inverse. Tout le monde parlait, tout le monde soupçonnait, les équipes gardaient l'information pour elles, certains enregistraient leurs propres conversations, d'autres modifiaient leurs rapports par prudence, d'autres encore effaçaient des courriels, rappelaient un collègue, revérifiaient un vieux dossier qu'ils n'avaient pas ouvert depuis des mois. On ne travaillait plus ensemble. On se surveillait. Yvon comprit que le narrateur venait de réussir un mouvement parfait. La police voulait l'écarter, alors il avait déplacé le combat. Il les forçait maintenant à se battre entre eux pendant qu'ils continuaient d'écrire tranquillement. Poutine se leva et fixa la rue à travers la fenêtre, comme s'il attendait quelque chose d'inévitable. Le téléphone vibra de nouveau. Un message texte. Prochain nom, un héros. Yvon ferma les yeux une seconde, un héros. Pas un corrompu évident. Pas un coupable facile, un héros. Et là, il comprit la vérité complète. Le narrateur ne voulait pas purifier le système. Il voulait le briser. Il utilisait la morale comme une arme et la police comme un champ de bataille. Et dans une province comme le Québec, où la confiance tient tout ensemble, une légende bien construite peut détruire une ville plus vite qu'un crime.